Par conséquent, au plan psychologique, il y a quelque chose d'étrange, et c'est cela qui fait que je continue cette aventure. Quand un individu, à l'intérieur de ma clientèle, mais j'ai quand même pu discuter avec d'autres collègues, se retrouve dans le désert, à un certain moment, Adjar invoque Dieu, et ça c'est important, toute la notion de prophétisme et de branchement sur une autre dimension. C'est-à-dire que quand nous constatons, je vais pouvoir éventuellement expliquer les conditions d'apparition de l'islam, au plan psychologique, pour qu'il y ait l'islam, il faut d'abord qu'il y ait un désert. Désert en tout genre, désert affectif, désert psychologique, désert politique, désert scientifique, ce que vous voulez. Disons que la Terre est figée. Il faut qu'il y ait invocation. Invocation de quoi? D'une dimension autre. C'est la dimension de l'autre. Alors, qui va être l'étranger, le noir, le juif, etc. Cela dépend des cultures. Mais il n'empêche que l'invocation se porte à l'autre, l'étranger, celui qui pose problème. Celui qui est là, sans être là, qui nous met face à notre chaos, à notre inconnu. C'est la figure de l'exclu. C'est la figure de l'exclu. Mais c'est aussi la figure d'un Dieu, là où il n'y a pas de Dieu. C'est la figure du rationnel, là où il y a trop de Dieu. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que cela se dialectise dans une sorte d'opposition. C'est-à-dire que si nous sommes trop rationnels, il y aura quelque chose d'irrationnel. Si nous sommes trop irrationnels, trop théologiques, il y aura quelque chose de l'ordre du cartésianisme qui va naître. C'est-à-dire que l'autre, c'est notre inverse. C'est quelque chose que d'abord nous ressentons comme notre ombre. Parce qu'il est cruel ce Dieu, puisque c'est lui qui a mis Adjar dans le désert. C'est sur cette injonction que Adjar va se retrouver dans le désert. À partir de là, il y a un puits, il y a une eau fraîche. Il y a les eaux saumâtres du désert, je vous garantis que c'est une sacrée déception quand on est une eau douce. Bon, je pense que Jacques Bril vous en parlera de cette portée psychologique des eaux douces par rapport aux eaux saumâtres, des eaux saumâtres tuants. Mais l'eau douce, précisément, c'est ce qui va réensemencer le désert, c'est ce qui va réensemencer le réel, c'est ce qui va apporter sa note différente, c'est pas forcément du sentiment. Et c'est là que, à mon avis, à trop réduire les choses, l'on se trompe à mettre derrière des valeurs lunaires, des valeurs typiquement évanescentes, douces, tranquilles, etc., quand justement une culture comme celle de l'islam, avec ce que cela comporte de dureté maintenant, l'invoque comme emblème. C'est-à-dire que la lune, c'est pas forcément la douceur, c'est pas forcément ces univers très doux, très cotonneux, etc. Ça peut être aussi un glaive. Et les Arabes ne s'y trompent pas, qui la représentent très souvent comme ça, avec le cimetière. Pour eux, la lune, c'est le cimetière. C'est-à-dire que la lune, c'est d'abord un porteur de feu, c'est un porteur d'activité. Et ne pas oublier que à la source même de l'islam, il y a le djihad. Le djihad, c'est pas du tout ce qu'on nous en dit dans notre actualité. Ça n'est pas du tout la guerre sainte contre justement ce que nous sommes, etc. C'est-à-dire quelque chose de tueur et aveugle. C'est, pour apporter une précision, c'est cette possibilité intérieure à l'individu de croire avec une force extrêmement poignante, même au fin fond de son propre désert. C'est-à-dire qu'au fin fond de notre solitude, de notre dépression, le djihad, c'est ce qui va nous permettre d'accrocher. On pourrait dire que c'est l'inverse de l'ombre posée comme obstacle. Le djihad, c'est justement ce qui fend, et c'est la lune. Au centre de cimetière, c'est ce qui perce, c'est le mouvement de la vie qui perce au fond de la nuit. C'est la définition de la vie. Autre question pour terminer et laisser la parole à mes successeurs. J'ai essayé, c'est pas tellement le contenu qui importe de ce que j'ai dit, c'est le postulat méthodologique. Si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a quelques années, j'ai failli abandonner l'astrologie, tant le discours astrologique m'était pénible. Si j'y suis resté, c'est bien parce que j'ai perçu qu'à l'intérieur même de notre culture, le discours astrologique était porteur de quelque chose d'enrichissant.
Mais il n'empêche qu'il y a un djihad qui doit se mener dans la mesure où l'astrologie est totalement, à mon avis, pourrie par un discours qui la laisse dans l'obscurité et qui empêche les valeurs lunaires d'émerger. Il y a des discours tout à fait obscurs, tout à fait illogiques et en l'absence de toute rigueur qui voudraient vous faire croire que le monde est comme ci ou comme ça et qui n'apportent rien de riche et de nouveau et qui cependant peuvent aussi vous embobiner dans une espèce de théologie de l'évanescence. Et ça, je pense que c'est... Et c'est pas uniquement propre à l'astrologie, c'est aussi propre à la psychologie qui commence à être complètement contaminée par ce type de discours. C'est pour ça que ça n'est pas l'astrologie qui est en cause, c'est toute une culture qui s'en va à volo et qui se rattrape comme elle le peut. C'est-à-dire qu'à avoir exclu Dieu, il nous vient de la manière la plus négative qui soit, et si l'on n'y met pas du sien, c'est-à-dire un minimum de rigueur, un minimum de méthode, je pense qu'on court à la catastrophe culturelle. C'est-à-dire que ces musulmans, ces étrangers, ces exclus, ils le seront encore plus. C'est-à-dire qu'une société a tendance à se figer dans ses dogmes et donc à exclure ce qui l'adhérent. Et c'est en train de venir. Quand je lis par exemple dans certaines publications que certaines personnes ont droit à la spiritualité, pas d'autres, j'ai du mal parce que je ne peux pas m'identifier à ces gens qui écrivent cela. Donc, en tant que futur astrologue ou en tant qu'astrologue, à mon avis, vous n'échapperez pas à une certaine rigueur et vous n'échapperez pas non plus à la valeur poétique de quelque chose qui vient et qui est nouveau. Oui, tu voulais... Non, je voulais simplement abonder dans ton sens et dire qu'effectivement, en astrologie, il faut considérer comme une science exacte. Non, c'est un problème de rigueur, de déontologie, de consultant vis-à-vis de son client et qu'en fait, on ne peut pas tenir 50 discours, il faut que ce soit un discours, nous disons, le même, évidemment, sur le pont, hein, et en fait, que ça se traduise par quelque chose de sérieux, si l'on veut que l'astrologie devienne véritablement une science comme les sciences mathématiques. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, j'arrête. Ça m'a étonné que vous parliez de les femmes qui avaient les hommes. J'ai dit pourquoi je ne parlais pas des femmes. Je laisse à la femme le soin de parler. Si je m'impose de tenir ce discours, si je m'impose un certain nombre de règles déontologiques, je peux aussi m'imposer de ne pas parler des femmes à la place des femmes. Parce que tout ce qui est de l'ordre de la problématique d'accouchement chez la femme, porteuse d'enfants, porteuse de créativité, je ne peux pas en parler à sa place. En tant que psychologue, je m'impose de dire toutes les conneries qui ont été dites sur des enfants, des Maghrébins, des Africains. On n'a pas cessé, en tant qu'occidentaux, à penser que notre pensée était universelle. Et justement, le monde crève de ça.